Bien, merci de votre accueil. Bonjour à tous. Je vous salue les uns et les autres, en particulier François Bon, mon collègue conseiller départemental. Donc, je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui auprès de vous pour, avec Raphaël Bonhomme, vous expliquer la démarche qui est poursuivie à La Roche-sur-Yon avec quelques éléments qui ont fait tilt dans l'intervention que j'ai entendue juste avant. Donc, une intervention à deux voix. Je vous présenterai plutôt la partie historique, état des lieux des formes d'agriculture urbaine à La Roche-sur-Yon, et puis Raphaël vous expliquera très concrètement différents exemples qui se sont mis en place sur le territoire depuis un certain nombre d'années. Alors avant de dérouler les différentes slides du diaporama, je voulais simplement vous dire qu'avant de parler d'agriculture urbaine, c'était important à La Roche-sur-Yon de vous parler de l'importance de l'agriculture en zone rurale. Dans notre territoire, 65% de la surface de la ville de La Roche-sur-Yon est consacrée à l'agriculture. On a près de 300 exploitations sur le territoire, donc c'est assez considérable. Et sur ces 300 exploitations, on a à peu près 6% de notre surface agricole qui est aujourd'hui en agriculture biologique. Alors évidemment, tout l'enjeu, c'est de passer, je dirais, à un maillage de la ville en agriculture urbaine. Donc comment l'agriculture rurale peut finalement influencer le développement de l'agriculture en milieu urbain. Alors l'historique, le développement donc, des jardins familiaux à La Roche-sur-Yon, ça a été une première étape. On est à peu près à la fin des années 70. Il y a une première forme d'agriculture urbaine qui passe effectivement par les jardins familiaux, avec une fonction nourricière bien sûr, mais aussi une fonction de lien social, une fonction récréative. Et on va voir qu'au fur et à mesure de l'évolution du temps, eh bien, cette vocation et cette forme d'agriculture urbaine, elle va évoluer. On va avoir une diversification des formes d'agriculture urbaine, et puis au-delà de la vocation nourricière ou de lien social, on va avoir une vocation liée directement à la biodiversité, à sa préservation, et puis on va voir aussi comment ces formes d'agriculture urbaine peuvent avoir un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc 79, ça a été le point de départ. On a eu un certain nombre d'habitants qui se sont constitués en association, avec une association qui porte le nom d'AJAFPI, l'association des jardins familiaux du Pays Lyonnais. Donc une structuration assez importante, puisqu'on a 300 parcelles aujourd'hui sur le territoire de la ville de La Roche-sur-Yon, sur 4 sites différents, qui sont constitués en jardins familiaux. Alors le foncier occupé est un foncier ville, et donc il y a une convention avec la ville qui permet cette occupation du domaine public. Alors en 2010, ça a été important, on a nos conseils de quartier, décidément je vais trop vite, nos conseils de quartier qui se sont emparés du sujet, en particulier en zone nord de la ville, conseil de quartier Jean Yol, qui a commencé à s'intéresser à une diversification des formes d'agriculture urbaine. Et puis par la suite, dans les années qui ont suivi, eh bien, la réflexion a évolué, notamment avec l'agenda 21 de la ville en 2012, la volonté d'encourager d'autres types de projets collectifs, et puis bien sûr de conforter la nature dans la ville en encourageant les jardins non plus seulement familiaux, mais les jardins partagés. Alors à l'aide de Raphaël, qui a été l'artisan vraiment de ce plan d'action extrêmement important, on a beaucoup travaillé en 2015 et 2016 sur l'élaboration d'un plan d'action biodiversité qui s'étale sur cette période que vous avez à l'écran, 2017-2020. Et on a essayé vraiment de travailler sur un maillage du milieu urbain, un remaillage de la trame verte dans le milieu urbain. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une lecture, je dirais, cohérente, linéaire, entre la trame verte du milieu rural et la manière dont elle peut s'interconnecter avec la trame verte en milieu urbain. Alors évidemment, dans ce cadre-là, en milieu urbain, les jardins familiaux ont toute leur place, mais pas seulement, d'autres formes de jardins, les jardins partagés bien sûr. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces jardins partagés ou familiaux soient de véritables relais pour la biodiversité. Alors, on va bien au-delà d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on a la même réflexion sur les cimetières de la ville, faire en sorte que nos cimetières soient des relais de la biodiversité. On a des espèces migratrices notamment qui utilisent nos cimetières, et puis également les jardins partagés ou familiaux. Donc vraiment, cette vocation biodiversité, elle nous paraît essentielle à l'heure où la biodiversité, vous le savez, est menacée. Et puis, bien sûr, au-delà du plan de biodiversité, nous sommes sur le territoire, comme dans d'autres territoires vendéens, en pleine élaboration de nos plans climat. Et la question climatique, elle s'invite évidemment dans cette réflexion plus générale. Et les jardins familiaux, leur fonction de piégeage du dioxyde de carbone est évidemment essentielle, avec cette volonté de limiter autant que faire se peut l'impact du territoire par rapport au réchauffement climatique.
Donc ces jardins familiaux, au départ, qui étaient les seuls sur le territoire, qui avaient uniquement une fonction nourricière, eh bien aujourd'hui, eu égard à l'érosion de la biodiversité, eu égard à l'impact du réchauffement climatique, eh bien on leur donne une nouvelle fonction, une nouvelle vocation qui est tout à fait essentielle. Alors voilà un état des lieux. On a vraiment ici voulu dézoomer sur cette slide et vous montrer ce qu'est aujourd'hui la trame verte en milieu rural et comment elle est en train de s'interconnecter avec la trame verte en milieu urbain. Alors vous savez que cette obligation de travailler à l'élaboration de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques, nous vient de la loi Grenelle 2 de 2010. Et donc depuis cette époque, il y a différents travaux qui ont été menés pour recenser tous les éléments de cette trame verte, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Donc vous voyez le travail important qu'a pu mener Raphaël. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'interconnecter tous les maillons manquants pour reconstituer eh bien, la continuité dans cette trame verte. Alors évidemment, en milieu urbain, c'est un peu plus compliqué, mais avec voilà, une nature en ville qui est aujourd'hui relativement présente à La Roche-sur-Yon, on arrive à remailler, et puis il faudra bien sûr créer des maillons complémentaires. Donc vous avez l'emplacement, la localisation en rouge, en étoile, des différents jardins familiaux, donc 4 sur le territoire. Vous avez Moulin-Neuf, Langeais-Lumière, Saint-Brandière par exemple. Et puis vous avez Forges, qui est à la fois un jardin partagé et un jardin familial, au nord-ouest de la ville. Et puis vous avez d'autres formes de jardins partagés. Je pense au jardin Gauly. On a un représentant aujourd'hui dans la salle du jardin Gauly. On va vous en parler dans un instant, qui est vraiment un très très beau lieu, voilà, qui donne l'envie à beaucoup bien, de se lancer dans l'aventure du jardin partagé. Donc voilà, c'est une très belle aventure, cette constitution et reconstitution de trame verte. Dans le plan biodiversité qu'on a établi en 2016, on a eu une grande ambition pour notre territoire-ville. On a 4 grands axes thématiques, 27 actions différentes, et on veut vraiment faire en sorte bien que notre biodiversité arrête de s'éroder. Donc on veut par exemple avoir des bâtiments qui soient relais de la biodiversité. C'est le cas avec le dojo aujourd'hui, ce sera le cas demain avec la salle de musique actuelle. Donc on ne travaille pas seulement sur l'espace public, mais les bâtiments aussi ont pour nous une fonction importante. Voilà, je passe la parole à Raphaël, qui va rentrer un peu plus dans le détail, qui va vous montrer comment les projets en rue ont contribué aussi à accentuer cette évolution. Et puis il va vous parler de détails très concrets, de la manière dont les services de la ville instruisent les dossiers relatifs à ces sujets. Voilà. Merci. Donc là, juste pour revenir sur la diapo en cours, les petits carrés en fait, que vous avez, ça correspond à l'occupation du sol dans la zone urbaine et la proportion d'espaces verts à l'échelle de mailles qui font à peu près 1,5 hectare. Donc là, j'ai fait seulement afficher celle qui, la densité d'espace vert est la plus faible, pour avoir vraiment un outil d'aide à la décision pour demain, s'il y a d'autres jardins partagés à créer qui viennent de la part d'initiatives citoyennes, qu'on puisse les caler en lien avec la trame verte existante, pour justement avoir un effet maillage et des effets corridors et réservoirs au sein de la trame verte urbaine. Et donc on voit qu'actuellement, tous les jardins partagés, en cours, en projet ou actuellement ceux qui vivent tout simplement, sont situés dans des zones où initialement la proportion d'espaces verts était relativement faible. Donc on peut considérer qu'ils sont positionnés dans des espaces pertinents, mais on voit aussi des zones qu'on peut appeler des zones blanches, dans un peu plus creuses, où on a vocation justement peut-être à en développer en lien avec les initiatives citoyennes. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques sites qui fonctionnent bien, parce que on a trois exemples sur la ville, et on en a visité 3 ce matin avec M. Herbillon. Le premier, c'est celui qui est né suite aux opérations de renouvellement urbain, donc dans les années 2012-2014. Donc on est sur les quartiers plus nord de La Roche, secteur de l'Anru, Jean Yol, Pyramide, ces secteurs-là. Donc l'idée, c'était vraiment de profiter de la résidentialisation à l'occasion de cette opération de renouvellement urbain pour aménager des espaces de jardins partagés. D'autant plus que sur le site de Gauly, on avait déjà des jardins partagés qui existaient avant la requalification de la rue Gutenberg, qui est l'axe nord de La Roche, qui file en direction des Flâneries.
on avait une zone du foncier vide avec du bâti et puis une petite zone qui faisait à peu près 50-100 mètres carrés. Et donc l'idée c'était à l'occasion de la requalification de la rue Gutenberg de pouvoir délocaliser ce jardin puisqu'il avait vocation à être réutilisé pour le reprofilage de la voie et donc d'avoir un espace de substitution et que ce soit vraiment le point de départ justement d'un aménagement finalement un peu exemplaire. Donc, vous avez une photo en haut à gauche, en haut à droite pardon, du site en 2011. Donc c'était un terrain de foot en pente, avec 1,50 m de topographie, très peu d'usage, puisque voilà, le site ne se prêtait finalement très peu à des pratiques sportives. Et donc l'objectif a été vraiment de requalifier cet espace, d'utiliser la topographie pour travailler sous forme aussi de micro-gradines. Et donc cet espace public était vraiment considéré comme un espace mutable. Donc le choix de la collectivité a été de préverdir finalement l'espace, donc d'accompagner le collectif qui était en place déjà à l'époque dans l'ancien espace de jardin partagé. Et donc on a aussi choisi cet espace-là parce qu'en fait il est à l'intersection de plusieurs espaces publics, donc ça crée nécessairement du lien puisque finalement il était en forme d'espace vitrine au cœur du quartier. C'est un site et un aménagement qui a très bien fonctionné puisque en 2016 il a été demandé le doublement de la surface, donc on est passé de 1000 à 2000 m² d'un coup et on y est passé ce matin et je pense que s'il y avait 4000 m² disponibles, je pense qu'il y a beaucoup d'envie avec une trentaine de jardiniers très moteurs sur la question et qui proposent une palette végétale elle aussi très intéressante puisqu'on a beaucoup de choses exotiques, enfin des essences très diversifiées. En début d'année, en 2018, on a eu une plantation aussi de végétaux à croquer, donc ce qu'a présenté Marc-Henri Doyon tout à l'heure. Donc on a des végétaux de la palette végétale à croquer, paysage à croquer, pardon. Et donc, comme le dit Monsieur le maire, on a une végétation belle qui maintenant doit être belle et bonne. Donc on est dans un témoignage concret de ce que disait Marc-Henri tout à l'heure. Les photos n'ont pas suivi, donc il faudra imaginer un petit peu. Sur l'espace Gauly, l'aménagement a plutôt bien fonctionné, c'est un réel succès pour moi, puisqu'en fait, le collectif a été associé dès la genèse du projet. Donc là, on associe vraiment la maîtrise d'ouvrage, donc les représentants de la collectivité, la maîtrise d'œuvre, donc toute la conception, et puis finalement la maîtrise d'usage qui correspond aux usages souhaités du site par le collectif. Donc là, dès qu'on a travaillé ensemble dès le début, avec Frédéric Trichet, notamment de la maison de quartier, on s'est vraiment mis autour de la table et on a dessiné le projet ensemble. Et la première réunion, on était tous avec une feuille de papier A3 avec un plan masse, et on a réfléchi au site tel qu'il est réalisé actuellement. Donc l'objectif était aussi d'en faire un espace culturel, puisque actuellement il s'y passe plus que du jardin, c'est vraiment un lieu de vie de quartier. Donc il y a beaucoup de manifestations en tout genre, et puis c'est vraiment un lieu d'échange où l'été, il y a plein de personnes qui ne jardinent pas, mais qui sont bien sur l'espace public et qui en profitent. Donc c'est une réelle réussite. Et à proximité, on a l'espace Gauly, où il y a une programmation culturelle, donc un lieu de vie, donc forcément, ça crée du lien et une animation permanente. L'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, par la maison de quartier, a été assez intense au début, donc ça a créé une dynamique, c'est un peu l'effet booster finalement, et du coup, tout de suite, vu que la mayonnaise a bien pris, quand il y a un groupe actif dès le démarrage, une grosse quinzaine de personnes, le mouvement s'essouffle peu, et du coup, la dynamique reste enclenchée. À proximité aussi, également un point important, c'est qu'on a un pavillon de compostage, donc les deux sont assez liés, entre jardinage et pavillon de compostage, donc du coup il y a des effets bénéfiques et des synergies à trouver, puisqu'on touche les questions de la trame brune, puisque le pavillon de compostage alimente directement la trame brune des sols qui sont cultivés sur l'espace Gauly. Ensuite, un autre site, là c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'image, parce que c'était pour vous montrer le plan masse de l'îlot des fruits à croquer qui est situé sur l'écoquartier de la Marronnière. On est sur un espace des fruits à croquer, on est au sud du Bourg-sous-la-Roche, dans une zone où en fait tout le préverdissement et le traitement
l'interface entre espace public et espace privé a été réfléchie dès la genèse du projet, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de... c'est pas un lotissement habituel, c'est un traitement des clôtures, des interfaces publiques-privées qui est fait avec le végétal dès la conception du projet, et finalement c'est le lien de toute l'opération. Et cette forme de végétal dans les espaces publics a créé finalement une dynamique qu'on retrouve par la création d'un espace de jardin partagé qui n'est pas très très grand, je dirais à peu près 200 mètres carrés, mais où il y a une vie assez intense. Puisque là, c'est Christine et Pascal qui m'ont fait le retour encore ce matin, on a à peu près 38 journées de rencontres depuis fin octobre 2015, une vingtaine depuis le début de l'année 2018, donc on voit bien qu'il y a une animation de plus en plus croissante. On a pratiquement plus de la moitié, voire 3/4 des familles de l'îlot, des fruits à croquer qui sont impliquées sur le sujet, donc des pratiques de jardinage, chacun à son rythme, mais l'important c'est de passer du temps ensemble. Hein. Et sur une faible surface de 200 mètres carrés, on a beaucoup de liens sociaux. Et finalement, la petite phrase en italique, c'est Christine et Pascal qui leur disaient encore ce matin, il n'y a pas une grosse production potagère, mais du plaisir, de la joie, de l'amitié, de l'échange, du troc, de la récup, de l'entraide, et beaucoup de convivialité. Et ça fait du bien d'entendre ça. Voilà le plan masse. En haut, on est en direction du bourg sous la roche, ici. Et puis là, on a l'îlot des fruits à croquer, donc ce grand rectangle-là, avec une grande coulée verte, ici, qui correspond à la zone de gestion des eaux pluviales, et au point haut, ici. Donc on a les 200 mètres carrés de jardin partagé. Et finalement, ça fonctionne tellement bien que tout l'espace public le long de la coulée verte, ici, est réapproprié lors de manifestations culturelles qui sont menées au sein du collectif. Donc voilà quelques images de ce qui se passe. Beaucoup de vie finalement, et puis d'échanges avec de l'animation qui va au-delà du jardinage en tant que tel, avec des soirées contes, des soirées théâtre. En 2019, une journée dans l'esprit de celle qui a eu lieu Jardinart en 2018. Donc toutes les personnes de l'îlot qui ont une sensibilité créative ou artistique sont les bienvenus pour montrer leur savoir-faire. C'est sujet de discussion, de débat. Des épouvantails qui ont été créés, on en voit sur la photo de gauche. Et puis Noël arrivant, un projet de jardin partagé, de sapin de Noël avec des palettes de bois, puis histoire et décoration autour d'un vin chaud. Je crois que le lien social fonctionne bien, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis en projet, une construction de géodes, de pergolas. Donc on voit qu'il y a beaucoup de projets en cours et à venir pour faire vivre le site. Donc là, il y avait un magnifique poster, pour avoir un peu l'inspiration, mais c'est un poster qui est affiché justement sur le jardin partagé de la Marronnière, qui montre un petit peu, c'est une rétrospective de tout ce qui s'est passé, notamment en 2018, lors d'une journée à thème. Je suis désolé. Ensuite, là c'est juste pour vous faire un petit retour, vu des services, comment se passe justement toute la thématique jardin partagé, puisqu'en fait, souvent les initiatives citoyennes se manifestent et sont recensées auprès de la direction du lien citoyenneté dans les services de la ville, avec le retour et la connaissance des demandes citoyennes. Ensuite, on a une direction urbanisme qui nous accompagne, nous, direction environnement, pour voir la compatibilité du projet avec le PLU, et si les espaces sont mutables réellement, et si le projet est réversible ou non. Après, on peut avoir des demandes de déclaration préalable, puisque généralement, il nous est demandé d'avoir un lieu de stockage, pour que justement le site vive pour stocker un minimum le matériel. Et puis après, vu que c'est du foncier ville qui a mis à disposition d'un collectif, on est obligé de conventionner pour cette mise à disposition de foncier. Et puis nous, direction environnement, on intervient plus en expertise technique pour analyser la faisabilité. Donc là, on est en cours de rédaction d'une sorte de vadémécom de toutes les questions à se poser avant de se lancer dans un jardin partagé, pour que les collectifs soient bien organisés et indirectement pérennisent toute l'émulation
du début d'une démarche de jardin partagé. On travaille aussi sur les questions d'intégration paysagère pour faciliter justement et pour améliorer la qualité de l'espace public, puisqu'on reste sur des espaces publics et autant qu'ils soient démonstratifs. Et puis on travaille aussi sur les questions d'agronomie avec des formes de recommandations de palettes végétales, puisqu'on voyait encore ce matin sur l'îlot à la Marronnière, on est sur des sols très très faibles en épaisseur, donc ça nécessite pas mal de cultures hors sol, ou avec de rapports de matière organique, et on touche toute la question d'âme brune, mais aussi de la matière organique, de sols vivants, et finalement la question de la permaculture dont on parlait également tout à l'heure. Donc là, on a une sorte d'organigramme pour l'instruction des demandes, puisque généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que les demandes arrivent en enveloppe de quartier, donc ils sont situés plus en fin d'année civile, avec un délai d'instruction dans les services qui n'est pas instantané, puisqu'on touche les questions d'urbanisme, donc avec des pas de temps incompressibles. Entre deux, généralement, il y a presque une année de jardinage, et on a des possibilités d'intervention seulement en fin d'année N+1, sauf que l'année de jardinage commence au niveau de l'année N+2. Donc il faut arriver à trouver un système suffisamment réactif pour pouvoir mettre à disposition et pas que les initiatives citoyennes soient un peu freinées du fait du temps incompressé justement d'instruction. Donc on essaye de faire au mieux, mais avec des collectifs bien structurés, ça permet d'aller plus vite et on mesure bien la pertinence du projet et puis l'envie qu'il y a derrière pour pérenniser les équipements. Donc on a d'autres espaces nourriciers au sein de la ville, ce n'est pas une liste exhaustive bien évidemment. Dans le quartier de la Marronnière, au-delà des jardins partagés, on a quand même tout un verger, vous avez sur la photo en haut à gauche, donc des arbres en demi-tige qui sont conduits, qui sont vraiment au cœur des maisons qu'on voit juste derrière, donc avec des centres interquartiers et interpavillons qui fonctionnent plutôt bien avec des poiriers, des framboisiers, des kiwis. Ensuite, sur le secteur de Parc Éco, donc plus à l'est de la ville, on a la plantation déjà un peu ancienne d'un verger dont la gestion va être déléguée à une association. Donc un verger avec des variétés anciennes de pommes. Dans le cadre de notre plan de biodiversité, comme on le disait tout à l'heure, on a prévu de la plantation de haies bocagères, avec certes des arbres de Auger classiques, qu'on va retrouver dans les essences bocagères qu'on trouve sur nos territoires, mais également en renforçant avec des fruitiers, avec des variétés anciennes. Donc c'est celle que vous avez ici sur l'image à gauche, donc des végétaux locaux. Et puis en travaillant avec d'autres essences bocagères locales pour éviter d'avoir des formes génétiques qui ne correspondent pas à celles du territoire. Donc là, on est vraiment sur un respect du patrimoine génétique local pour, encore une fois, travailler sur les thématiques de la biodiversité, de la préservation de toutes les espèces, notamment celles qui sont assez au niveau du territoire. Et c'est plus en forme d'ouverture, mais on travaille sur aussi les espaces nourriciers, à la fois lors des consultations de maîtrise d'œuvre. Maintenant, on cherche à avoir des espaces publics avec des formes végétales bonnes et belles. L'objectif, c'est aussi de travailler sur des espaces nourriciers pour toute la biodiversité. Et donc, on travaille également sur des espaces avec avec beaucoup d'essences mellifères, pour que ce soit des relais pour la biodiversité, notamment dans le milieu urbain. Donc voilà globalement quelques exemples. On a aussi dernièrement, les 2 dernières années, l'été, on a mis en place des bacs sur l'espace public dans les quartiers en mutation, avec une trentaine de bacs avec des légumes qui ont attiré le regard, et puis mêlés généralement avec des expositions, type vue en ville, où on avait les tomates au pied de belles productions artistiques. Donc ça permet aussi d'inviter certaines personnes qui sont plus sensibles à la culture, de voir ce qu'il y a dans les bacs, et inversement. Donc, ça crée du lien aussi. Donc voilà.